l'époque, j'avais dit que la vie, c'est une question de style, de feeling et de timing. Je vais dire mieux, 20 ans après. La vie, c'est une question de style, de feeling et de chimie. Justement, sur ABK, tous les matins, qu'est-ce que toi tu fais pour rater ça? Lungacha? C'est la mort de la radio, le petit. Non, il n'est pas petit. Je voulais dire que c'est toi le petit à la maison quand tu écoutes le grand Luc Ngatia le matin. Et puis à côté, tu as Mireille. C'est la voix, c'est la chimie. Ici, la chimie. Ici, c'est ABK. C'est une radio qu'on aime écouter très vite. ABC, ça coule. Et puis, si toi tu veux éviter un AVC, sois sur ABK le matin. Bonne humeur, information, talk show, direct, invité pour prendre des gauches et des droites. Mais pas seulement, des uppercuts aussi, vocaux et de la bonne vibe musicale. Merci de nous suivre sur ABK Radio, il est 8h40 et c'est un plaisir justement de savoir que vous êtes bien à l'écoute de la 89.9 et un petit peu en direct sur ABK Télévision à l'instant. Et nous recevons dans l'instant de l'éducation politique, nous recevons notre conseiller Abel Elimbi Lobé avec qui nous allons parcourir un petit peu l'extrême nord. Bonjour et bienvenue conseiller. Merci, bonjour à vous nombreux auditeurs. Et comme nous l'avons dit hier en nous séparant, aujourd'hui c'est une journée consacrée à l'analyse des rapports de forces politiques à l'occasion des élections sénatoriales, mais dans la région de l'Extrême. C'est le lieu de dire à nos auditeurs que, d'ailleurs, c'est pour moi une bonne occasion de vous demander comment se portent vos internautes sur la toile. Est-ce que la toile s'est calmée? Est-ce que la toile a cessé de vous accuser de ne pas simplement l'informer de la réalité politique que certains auraient bien souhaité nous cacher et que ABK a décidé de mettre à la portée du plus grand nombre afin que, à l'occasion de ces élections, les esprits ne s'égarent pas et que nous comprenions exactement quel est le jeu politique qui se joue. J'espère que les internautes, mais surtout vos auditeurs, se sont rendus compte de l'évolution du contentieux préélectoral auprès du Conseil constitutionnel avec les rejets, etc. Une espèce de petit théâtre où on voit des gens qui, en réalité, n'auraient pas dû s'agiter, mais faire semblant d'attaquer en justice telle ou telle liste. Et puis, à la fin, tout revient à peu près à la normale. C'était un véritable simulacre, alors. Donc, je crois savoir que la toile se calme et elle s'enrichit des efforts de ABK. Aujourd'hui, la région de l'extrême nord, il est important pour nos auditeurs de savoir que l'extrême nord a 47 communes. Et qu'en 2013, au moment où se jouaient finalement les élections sénatoriales de 2018, dans l'extrême nord, il y avait 5 grands partis en compétition. Partis politiques en compétition pour essayer d'arracher les conseillers municipaux. Il y avait l'ADD du ministre Garga Aman qui s'était présenté dans 2 communes. Non, qui s'était présenté, Garga Aman Adjiwala, qui s'était présenté et qui a 2 conseillers municipaux dans la région de l'extrême nord. Ensuite, il y a l'ANDP du ministre Amadou Moustapha, qui a 6 conseillers municipaux dans l'extrême nord. Il y a le MDR de M. Daikole Daïsala, qui a 147 conseillers municipaux. Il y a le RDPC, qui a 1295 conseillers municipaux. Il y a l'UNDP de M. Bello Bouba Magari, qui a 87 conseillers municipaux. Au total, la région de l'extrême nord, il faut que les gens le sachent, c'est l'une des plus grandes régions électorales du pays. Elle passe d'ailleurs avant le centre. En termes de députés, elle a 29 sièges de députés à l'Assemblée nationale et elle a 1537 conseillers municipaux. Donc nous voyons que si tous les 1537 conseillers municipaux étaient appelés à voter et surtout à exprimer valablement leur suffrage, c'est-à-dire à ne pas voter nul, eh bien la majorité absolue dans la région de l'extrême nord serait de 995 conseillers. Ce qui veut dire que le RDPC qui a 1295 conseillers est trop au-dessus de la majorité 695 absolue. Conseillers, la majorité absolue. Alors que le RDPC a
1295. Largement au-dessus de la majorité. Très largement au-dessus. Ouais. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour obliger le RDP, ça veut dire dans un premier temps que si on laisse les choses se faire normalement, eh bien le RDPC va gagner à la majorité super absolue. Ouais. Et il va donc prendre tous les 7 sièges des sénateurs de l'extrême nord. Maintenant, commençons à voir qu'est-ce qu'il faut pour que les choses ne se passent pas exactement comme cela. Comme la majorité absolue, au cas où tout le monde élirait un candidat, chacun serait fidèle à son parti politique. Il faut avoir 694 conseillers municipaux seulement pour que le RDPC soit partager les sièges. De partager les sièges. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut qu'on lui retire 601 conseillers. Ouais. C'est-à-dire qu'on lui prenne 601 voix. D'accord? J'espère que nos auditeurs nous comprennent. Le RDPC a 1295 conseillers municipaux. Pour l'obliger à partager les sièges, il faut l'amener à avoir simplement 694 autres de voix. Ce qui veut dire que par rapport à ces 1295, il faut lui faire perdre 601 voix. Voilà. Alors, l'UNDP, qui est son plus gros, alors, revenons sur les candidats aux élections sénatoriales dans la région de l'extrême nord. Il y a le RDPC qui est donc candidat, avec ses 1295 conseillers. Ce qui est tout à fait normal. Il y a l'UNDP qui a 87 conseillers et il y a la NDP qui a 6 conseillers. Bien. Pour accéder aux 5% des suffrages valablement exprimés qui sont nécessaires pour qu'un parti participe au partage des voix, il faut que le partage des voix, il faut que vous ayez 70 voix au minimum pour pouvoir participer au partage. Ce qui veut dire que dans un premier temps, la NDP avec ses 6 conseillers municipaux est déjà hors du champ du partage. C'est-à-dire que même si le RDPC advenait à perdre des voix et qu'il faille partager les sénateurs, la NDP avec ses 6 voix ne serait pas dans le partage. Il lui faut encore 64 voix à gagner quelque part pour être pouvoir dans le partage. Accéder au partage. Alors, il pourra chercher ces 64 voix auprès, par exemple, du MDR, qui a 147 conseillers municipaux et qui ne participe pas à l'élection, qui n'est pas candidat à l'élection des sénateurs, Ce qui veut dire que la NDP peut battre campagne dans le sillage du MDR pour essayer d'obtenir les 70 voix qu'il lui faut pour accéder au partage. Mais même s'il advenait donc que l'ADD qui a 2 conseillers et le MDR qui en a 147, ça fait au total 149 conseillers municipaux relativement libres parce qu'eux, ils n'ont pas de candidats. D'accord? Les conseillers municipaux du RDPC ont des candidats, les conseillers municipaux de l'UNDP ont des candidats, les conseillers municipaux de l'ANDP ont des candidats. Bon. Comme nous l'avons fait pour les autres régions, rappelons que parmi les candidats, le RDPC était aux élections municipales avec 47 listes, c'est-à-dire était aux élections municipales dans toutes les communes de l'extrême nord. Et il a gagné 40 communes. L'UNDP, qui est aussi candidate, était aux élections municipales de 2013, présente dans 35 communes, en a gagné que 2. La NDP, qui est candidate, était présente dans 3 communes seulement sur les 47. Et n'a rien gagné. En 2013, et n'a rien gagné. Une fois de plus, nous revenons sur les mêmes questions que nous nous sommes déjà posées par le passé. C'est de savoir, la NDP, qui ne contrôle donc aucune commune, en vertu de quoi veut-elle être parmi les représentants de ces communes-là au Parlement? Puisque les sénateurs qu'elle vient chercher servent à représenter les communes de l'extrême nord au Parlement. Or, la NDP ne contrôle aucune commune. Donc, en temps normal, on pouvait s'attendre à ce que la NDP
fasse œuvre d'honnêteté intellectuelle et de sagesse en disant « Je ne contrôle aucune commune dans l'extrême nord, je n'ai aucun intérêt à vouloir être le représentant de ces communes-là dans le Parlement. Ouais. » C'est la question que nous nous sommes posée dans d'autres régions et qui nous ont valu, c'est la même question qui nous a valu les foudres de quelques internautes. L'UNDP se serait aussi posé la question, sachant que le tour est déjà joué. L'UNDP peut, à juste titre, puisqu'elle contrôle 2 communes, elle peut donc dire, je contrôle quand même 2 communes, j'ai la légitimité nécessaire d'envisager d'être représentant de ces communes-là au Parlement. Même si le RDPC a toute la majorité alors, absolue. le RDPC a 40 communes, est largement le plus représentatif des partis dans l'extrême nord. À partir de ce moment-là, il est tout à fait légitime qu'on estime que contrôlant le plus grand nombre de communes, en l'occurrence 40 sur 47, eh bien, c'est combien 40 sur 47, nous avons dit 40 sur 47. 40 sur 47, oui. Voilà. Le RDPC a 40 communes sur 47 dans l'extrême nord. L'UNDP a 2 communes. Oui. Sur 35. Sur 35. Oui, et puis il doit y avoir un problème parce que cela suppose qu'il manque 5 communes. Les 5 communes sont contrôlées par le MDR, oui. mais qui, lui, n'est pas candidat. Parce que nous sommes dans le cas où on a un parti qui contrôle quand même des communes, mais qui n'est pas candidat. C'est le MDR qui aurait une bonne raison d'ailleurs d'être aussi candidat, mais qui a vu qu'avec 147 conseillers municipaux simplement, on ne peut pas envisager de battre le RDPC et par honnêteté intellectuelle, n'a pas eu le courage de porter sa candidature. Ouais. Et vous savez que nous félicitons tous les partis politiques qui ont fait preuve d'honnêteté intellectuelle en se disant mon nombre de conseillers est très faible, je ne peux pas battre le RDPC, donc je ne peux pas jouer à un jeu à somme nulle où je suis perdant d'office dès le départ, mais je vais quand même pour donner l'impression. Parce que vous avez, Mireille nous a posé plusieurs fois cette question de savoir, oui, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux d'être présent même si on va perdre? Et nous avons répondu qu'on ne va pas à un examen pour perdre. On va à un examen pour gagner. Il est très indécent d'envisager d'aller faire une compétition qu'on va perdre, qu'on sait qu'on va perdre, qu'on va faire pour perdre. Et on vient nous dire qu'on y va parce qu'il vaut mieux y être que de ne pas y être. Donc, les 3 partis qui se présentent aux élections sénatoriales dans l'extrême nord, il y a parmi eux l'ANDP qui ne contrôle aucune commune, qui pour les mêmes raisons que nous avons déjà évoquées précédemment dans d'autres régions, ne devrait pas être candidat à cette élection-là. Bon, mais les choses étant ce qu'elles sont, les gens ayant maintenant des raisons occultes pour lesquelles, parce que n'oublions pas que nous combattons ici l'immoralité politique qui amène les uns et les autres à ne plus faire des élections sur la base des données objectives, mais à avoir des calculs, des raisonnements qui n'affichent pas en public, qui n'exposent pas en public, mais qui motivent les actes, et puis nous tiennent un discours du genre, les élections, c'est pas les mathématiques, j'y vais, même si les mathématiques me donnent perdant, j'y vais quand même parce que comme les élections ne sont pas les mathématiques, je pourrais toujours gagner quelque chose. Alors, nous continuons à faire les mathématiques en disant, pour qu'un parti comme la NDP puisse participer au partage des voix, il faut déjà que l'UNDP et l'ANDP arrachent au RDPC 601 voix. Ce qui ne semble pas possible. Ce qui n'est pas possible. En vertu de quoi l'ANDP et l'UNDP peuvent penser que les conseillers municipaux du RDPC seront ou vont manquer de loyauté au RDPC jusqu'à 601 conseillers. C'est quand même énorme. C'est très osé de croire que vous pourrez faire une campagne auprès des conseillers RDPC et amener 601 conseillers RDPC à voter contre le RDPC ou alors à ne pas tout simplement voter au point où leurs voix puissent manquer au RDPC de manière à contraindre le RDPC à avoir moins de 694 voix, donc à partager les sénateurs de l'extrême nord. C'est donc une œuvre titanesque. C'est une œuvre quasi impossible
nous ne voyons pas comment l'UNDP, par le seul moyen le seul moyen du discours, par le seul moyen d'une campagne électorale, pourrait amener les conseillers municipaux du RDPC. Pourquoi nous parlons des conseillers? J'espère que, Mireille, vous comprenez très bien la quintessence de notre débat. Oui, parce que les 149 conseillers libres, c'est-à-dire ceux du MDR 147 et les 2 de l'ADD, nous ne les prenons pas en considération parce que quel que soit leur vote, ils ne diminueront pas le vote des conseillers du RDPC. Oui. Or, ce qui nous importe, c'est le sort du RDPC. Avec ses 1295 conseillers municipaux, c'est pour ça que nous disons que lorsque nous regardons donc le RDPC, pour qu'il soit contraint à partager, il faut qu'il perde 601 voix. Oui. Et s'il doit perdre 601 voix, il faut que ces voix-là, ce soit des conseillers qui refusent d'élire un candidat, donc qui vont voter nul, de telle sorte que ces voix vont manquer au RDPC, mais n'iront pas forcément aux autres. Ou alors, ces voix-là, ces conseillers municipaux du RDPC décident de voter entre l'ANDP et l'UNDP pour 601 voix. D'accord? Ce qui est énorme. Et nous nous demandons, mais comment ils vont faire? Qu'est-ce qui peut motiver 601 personnes à se rétracter? Militantes du RDPC, conseillers municipaux du RDPC, à faire défection au RDPC. Nous voyons que le respect que nous devons à tous les élus, le respect que nous devons aux adversaires politiques, nous commande de considérer qu'il n'y a aucune raison fondamentale qui peut déterminer 601 conseillers municipaux du RDPC à se révolter contre le RDPC. Or, les nouvelles qui nous viennent ce matin de l'extrême nord montrent que c'est plutôt les conseillers de l'UNDP qui, en raison des conclusions du contentieux au niveau du Conseil constitutionnel sont très remontés contre l'UNDP et risquent de voter contre l'UNDP, ce qui aggrave la situation de l'UNDP. Comme quoi, il n'est pas exclu que certains conseillers des partis de l'opposition votent plutôt le RDPC et améliorent considérablement les scores du RDPC. Nous ne soyons pas surpris au lendemain du 25 mars que dans certaines localités, le RDPC fasse plutôt des meilleurs scores, plus que ce qui était d'ailleurs prévu. Ce que vous dites là est vraiment grave, monsieur Abel Elimbi Lobé. Ça montre vraiment l'inexistence des partis politiques de l'opposition vraiment sur le terrain. C'est une question incessante que nous avons toujours posée ici actuellement. Bien sûr, Luc. Et il est grand temps de poser davantage cette question. C'est pour cela que nous avons organisé cette espèce de moment d'éducation politique que vous avez bien voulu parrainer pour amener les uns et les autres à comprendre et à voir objectivement les faiblesses des partis de l'opposition. Pour que les partis de l'opposition tirent les leçons qui se dégagent dans la situation de ces élections sénatoriales. Parce qu'après ces élections sénatoriales, nous aurons les élections municipales. Et à l'occasion de ces élections municipales de 2018, se prépareront les élections sénatoriales de 2023. C'est à ce moment donc il ne faut pas que nous répétions les erreurs de 2013 qui nous ont menés à la situation actuelle où les partis politiques de l'opposition sont quasi couchés à même le sol, en train de ramper devant le RDPC, en train d'espérer que le RDPC va manipuler ses propres conseillers municipaux à l'effet tantôt de les amener à se désister, tantôt de les amener à voter en faveur des partis de l'opposition. Que devient donc finalement notre lutte sur le plan moral? Si c'est notre adversaire d'hier qu'on présentait comme un adversaire juré, un ennemi à abattre à tout prix, qui aujourd'hui reçoit des doléances de notre part, nous de l'opposition, pour lui demander, écoute, vraiment, RDPC, ne sois pas seul au Sénat, donne-nous quelques voix pour que nous aussi nous puissions avoir quelques sénateurs. Quand on aura fini de faire complaisance avec le RDPC, on reviendra aux élections législatives et municipales, prétendre vouloir évincer le RDPC, on reviendra aux élections présidentielles, prétendre vouloir évincer celui qui a été notre bienfaiteur à l'occasion des élections sénatoriales. Nous voyons donc que les partis de l'opposition qui sont en train de jouer à ce jeu
joue effectivement à un jeu extrêmement dangereux. Il ne faudrait pas qu'il s'étonne de voir que les mêmes causes produisant les mêmes effets, eh bien, que les partis de l'opposition aient le sort qui a été réservé au SDF dans la région de l'Ouest en 2013, lorsque, après avoir pris les sénateurs de la honte auprès du RDPC, eh bien, le peuple de l'Ouest lui a refusé les conseillers municipaux de l'Ouest à raison de 47 seulement sur 1216 que l'Ouest dont l'Ouest dispose. Et les électeurs de l'Ouest ont sanctionné le SDF en 2013 en lui donnant seulement une commune, la commune de Bafoussam deuxième à contrôler sur les 40 communes de l'Ouest, ce qui est une débâcle, ce qui est une véritable descente aux enfers, conséquence du tchoukou-tchoukou que le SDF a eu à faire avec le RDPC à l'occasion des élections sénatoriales. Et on revoit le même SDF en train de faire le même tchoukou-tchoukou encore maintenant, mais il n'est plus seul. D'autres partis politiques s'étant rendus compte que le SDF est allé dans le tchoukou-tchoukou, a eu 14 sénateurs, ça leur a fait beaucoup d'argent pendant les 5 ans. Tout le monde s'est versé dans le jeu. Il y a eu jusqu'à 9 partis politiques qui sont venus accompagner le RDPC à l'occasion de ces élections sénatoriales. Eh bien, nous attendons que ces 9 partis politiques soient rigoureusement sanctionnés parce qu'aucun de ces 9 partis politiques n'a objectivement les capacités de battre le RDPC dans une région du Cameroun. Dans toutes les régions du Cameroun, les chiffres que nous égrenons depuis le début de notre exercice nous montrent chaque fois que le RDPC a la majorité super absolue. Et ces chiffres sont vraiment alarmants et montrent que l'opposition camerounaise est vraiment en crise. Et cela suscite la sempiternelle question. Alors pourquoi est-ce que malgré tout cela et tout, l'opposition n'arrive pas à établir une véritable stratégie devant lui permettre de gagner les élections ou bien de retourner les tendances et continue davantage à botter l'idée de la perspective de l'union en touche? Luc Gacha, jusqu'à quand vous allez vous poser ces questions? Je vais toujours me poser des questions. Jusqu'à quand vous allez interpeller les acteurs de l'opposition camerounaise pour qu'ils fassent amende honorable, qu'ils se rendent compte? Être faible n'est pas une faiblesse. Voilà. Reconnaître qu'on est faible, ce n'est pas une faiblesse. Ce qui est une faiblesse, c'est de refuser de reconnaître la réalité. C'est ça la faiblesse. Si je suis petit de taille, comme ma chère Mireille est petite de taille, ce n'est pas une faiblesse de reconnaître ça. Non. Ce qui serait une force pour Mireille, c'est de savoir que comme je suis de petite taille, eh ben, je vais avoir une stratégie qui consiste à rentrer entre les jambes des gens pour passer, par exemple. Voilà. D'accord? Voilà. Alors que si Lungachaki a son bon mètre 90, imagine qu'il va avoir la même stratégie que Mireille pour passer à travers les jambes. Il va se heurter. Il verra qu'il ne peut pas passer. Donc, ce qui est important pour nous, ici, c'est de rappeler à nos camarades de l'opposition de tirer les leçons. De tirer les leçons. L'entêtement stérile est quelque chose de pervers. L'entêtement stérile ne peut pas nous amener à améliorer nos résultats. Il faut que les partis de l'opposition acceptent d'ores et déjà d'envisager de se donner la main, d'aller aux élections législatives et municipales, main dans la main, dans le cadre des listes consensuelles, qu'on pourrait élaborer dans le cadre de la plateforme d'union de l'opposition, à l'effet justement d'améliorer nos scores, à l'effet d'améliorer notre présence dans les institutions de proximité, dans les conseils municipaux, à l'Assemblée nationale, pour que les résultats de 2023 ne soient plus comme ceux de 2018. Alors nous avons de grands cerveaux au sein de l'opposition camerounaise, mais qu'est-ce qui fait vraiment problème à l'adoption d'une véritable stratégie qui permet de gagner les élections? Vous l'avez déjà dit, cher Luc, plusieurs fois, vous avez évoqué les égos. Voilà. Vous avez évoqué cette incapacité des uns et des autres à faire preuve d'humilité, à reconnaître que je ne peux pas gagner seul, à savoir que je ne suis pas meilleur plus que les autres. Ce n'est pas parce que j'ai 865 conseillers municipaux et que l'autre a 500 que avoir 800 conseillers municipaux quand il faut en avoir 10 000, c'est être faible. Voilà. C'est être un peu plus fort que celui qui n'a que 500. Mais vous-même qui avez 800 et celui qui a 500, vous êtes autant faible l'un l'autre que vous ne pouvez rien faire. Au RDPC qui en a 8 000. La question est donc là. Comment faire pour persuader
et peut-être même aller au-delà de la persuasion maintenant. C'est-à-dire créer les conditions quasi contraignantes pour que les impénitents du mal de l'opposition se ressaisissent. Mais si les grandes figures de l'opposition... La solution est celle que nous sommes en train de déployer, c'est de faire savoir aux uns et aux autres qu'il n'y aura pas 3 camps. Voilà. Il y aura le camp de l'union, c'est-à-dire le camp des humbles, le camp des sages, le camp de ceux qui écoutent la voix de nos électeurs du changement, qui pleurent, qui nous demandent de nous unir, qui ont déjà vu que individuellement nous ne pouvons pas gagner, qui se sont rendus compte que depuis 92, ils nous donnent des suffrages, mais malgré la disponibilité de ces suffrages en grand nombre, nous ne parvenons pas à gagner. Ils nous invitent à nous unir et les intérêts occultes des uns et des autres nous amènent à nous entêter à ne pas nous unir. Eh bien, cette fois-ci, avec votre aide et celle d'autres organes de sensibilisation, la donne politique ne sera pas comme les années passées. Il n'est pas exclu que l'opposition travaille à purifier l'opposition, qu'il y ait des voix qui vont s'élever dans l'opposition pour appeler les électeurs de l'opposition à sanctionner certains partis de l'opposition pour que la scène politique de l'opposition s'éclaircisse un peu. Elle est trop touffue, avec trop de mauvais partis politiques, avec des partis politiques qui estiment que le nom opposition est devenu un bon fonds de commerce. Voilà. Il suffit que je m'appelle opposition pour envisager de gagner un peu d'argent à l'occasion des élections qui arrivent, donc je dépose ma candidature à la présidentielle, je m'en vais au sénatorial même si je sais que je ne peux rien gagner, etc., etc. Tous ceux qui se sont adonnés à toutes ces magouilles-là, tous ceux qui persistent à jouer solo, à jouer en solitaire et mettre en danger le petit nombre des organisations et des individus de l'opposition qui vont vouloir travailler ensemble, tous ces gens-là seront classés comme des collaborateurs du régime parce que tous ceux qui concourent à faire échouer l'opposition concours à faire vivre le régime. Donc, ceux qui, par leur comportement, vont faire échouer l'opposition en persistant dans l'éparpillement, en persistant dans l'émiettement des voix, en persistant dans ce que nous appelons globalement la dispersion, eh bien, ces gens-là vont être classés comme des gens qui travaillent pour que le régime survive. Voilà. Et ils savent quelle contrepartie le régime leur donne. On les voit en train de rechercher une petite contrepartie déjà à travers quelques sénatoriales, quelques sénateurs. Parce que ce qui est important, c'est de savoir que sur les 100 sénateurs, il ne suffit pas d'avoir 2 ou 3 ou 10 ou même un groupe parlementaire au Sénat. Encore faut-il être capable de faire entendre raison au RDPC dans le Sénat. Parce que si on n'a pas des gens pour voter de manière à ce que la majorité échappe de temps en temps au RDPC, notre présence au Sénat devient quasiment une présence. Alors, ce que vous nous dites à la radio, vraiment, je ne sais pas si les auditeurs essaient de comprendre un peu tout ça, c'est vraiment alarmant et l'opposition est vraiment en crise parce que le RDPC contrôle vraiment tous les bastions, dans toutes les régions du Cameroun sont les bastions du RDPC et l'opposition continue davantage dans son sommeil. Alors, une question, si les grandes figures de l'opposition persistent dans un assourdissement profond, comme on le dit, et qui jettent en touche toutes les perspectives de l'Union, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher, par exemple, dans la nouvelle génération de l'opposition pour construire quelque chose parce qu'eux, ils sont encore sensibles aujourd'hui? La plateforme d'union de l'opposition que nous sommes en train de promouvoir est ouverte justement à la perspective de renouveler les hommes politiques. Parce que l'entêtement stérile à jouer seul, à jouer pour soi-même, est le fait d'une certaine génération d'hommes politiques qui ont fait des partis politiques des entreprises pour une rente personnelle. C'est pour ça que vous voyez que personne ne veut quitter la tête de son parti. Parce que être à la tête d'un parti politique est devenu comme une position qui rapporte des privilèges bien particuliers. PDG d'entreprise. Voilà, c'est un peu d'ailleurs plus que PDG, peut-être même président du conseil d'administration, mais enfin, président du conseil, fondateur de l'entreprise, trésorier perpétuel, etc. Président, donc, fondateur, directeur général. Voilà, donc tout ça, ça répond aux soucis que vous avez. Et lorsque nous allons parler lundi de la région du littoral, vous verrez encore que les choses deviennent donc très compliquées dans la région du littoral, avec des dérives extrêmement graves qu'il est important de mettre à la disposition des
de nos auditeurs, des Camerounais d'une manière générale, pour qu'ils voient quelles sont les personnalités des partis politiques en compétition, quel est le fond de leur pensée, quel est le fond de leur démarche, et que tout ça prépare les uns et les autres à faire des votes intelligents à l'occasion des élections présidentielles, législatives et municipales qui s'annoncent. Voilà qui est bien dit. Je voudrais juste rassurer les auditeurs et internautes. Vraiment, les partis politiques n'ont pas besoin du discours de M. Abel Bilobe ou bien de sa séance d'éducation pour gagner, parce que les dés même sont déjà pipés à l'avance quand on regarde bien les différents fichiers qui sont présentés. Donc c'est pas une espèce de campagne que nous faisons à la radio, mais nous sommes là pour essayer d'éduquer les chiffres que nous n'avons pas besoin de dire au RDPC comment faire pour gagner, puisqu'il a déjà gagné en gagnant depuis 2013 les élections municipales. Il savait ce qu'il était en train de faire. Et même pour les élections, en créant les conditions en 2013 pour que on aille aux élections sénatoriales avant de renouveler les conseillers municipaux de 2013, le RDPC avait un plan en tête. Il avait le plan qui consistait à lui permettre de gagner toujours les élections sénatoriales. On a beau dire, mais ils sont visionnaires. Ils sont visionnaires, ils sont calculateurs, ils sont malins. Et l'opposition ne fait pas preuve de vision, elle ne fait pas preuve d'intelligence, elle n'utilise pas à bon escient ses ressources humaines qui déjà ne sont pas nombreuses. Ce qui n'est pas bon pour l'avenir. Ce qui n'est pas bon pour l'avenir. Donc l'opposition doit se ressaisir, les partis d'opposition doivent apprendre à se parler, ils doivent apprendre à se rencontrer. C'est l'exercice auquel je me suis livré hier. J'étais avec les dirigeants de l'UPC de la commune de Douala 5e à l'effet de discuter avec eux des modalités d'un travail en commun dans la perspective des élections de 2018. Est-ce qu'ils ont été réceptifs au discours? Ils sont très réceptifs, comme d'autres partis politiques, comme le MDP, qui est un parti très connu dans le Mungo, c'est-à-dire dans le littoral, mais dans le département du Mungo. Nous sommes en travail avec de nombreux cadres des partis politiques de l'opposition, et grâce à vous, grâce aux autres médias qui nous ont prêté main forte pour permettre de promouvoir la culture du gagnant ensemble en lieu et place de la culture du chacun pour soi, Dieu pour tous, et bien de nombreux cadres commencent à être très attentifs à ce discours-là, le discours de l'union, et viennent vers nous pour chercher à savoir concrètement comment on peut mettre en place cette union-là. Évidemment, certains partis politiques qui dorment sur leur laurier avec leur gros titre de « je suis le meilleur de ceci, je suis le meilleur de cela, je suis l'océan, les rivières n'ont qu'à venir vers moi », etc. Tous ces partis politiques qui tiennent ce type de discours traînent encore les pieds et demandent qu'on vienne leur faire la cour. C'est le lieu pour nous ici de dire que la promotion de la culture du gagnant ensemble, ce n'est pas un exercice de drague. On ne drague personne. On ne fait la cour à personne. Ceux qui vont s'entêter à être candidats solitaires pour leur propre compte en auront pour leurs frais à l'occasion des élections législatives et municipales qui arrivent. Nous attendons ardemment les résultats des élections sénatoriales qui s'annoncent et nous verrons le niveau de collaboration incestueuse que certaines formations politiques entretiennent avec le RDPC, et les sanctions ne vont pas tarder à être sollicitées. C'est le lieu pour moi, pour clôturer cette émission d'aujourd'hui, de saluer les partis politiques qui se sont abstenus d'aller faire ce mauvais jeu, ce jeu insipide de participer à des élections sénatoriales sans avoir un nombre critique de conseillers municipaux susceptibles de garantir le partage des sièges à défaut de gagner entièrement. Donc nous voulons féliciter le MRC dont le président Kamto a eu le courage de dire que je n'ai pas beaucoup de conseillers municipaux, je ne pars pas dans une élection perdue d'avance. Ce que tous les autres partis de l'opposition auraient dû faire. Et laisser le RDPC jouir pleinement des fruits de sa stratégie. Il faut avoir le courage. Ce n'est pas antidémocratique que le RDPC gagne seul tous les 70 sièges. Ce n'est pas antidémocratique. C'est le résultat. C'est comme si on allait aux élections municipales et vous gagnez seul toute une commune. Ça se passe tous les jours. Il y a des tas de l'UPC
est majoritaire absolu à la commune de Ngamé. Alors, ce n'est pas tous les 25 Monsieur Abel Elimbilobé, ce n'est pas une question, mais face à tout ça, est-ce que vous ne pensez pas aussi que le RDPC aurait peut-être financé quelques petits partis politiques qui ont 2 ou 3 petits conseillers pour qui se présentent et fassent même figure pour ne pas être seul dans la course aussi? Mais Luc, pour qu'il y ait une expression démocratique. C'est probablement vous qui n'êtes pas à la page. Le RDPC n'a pas financé seulement quelques petits partis. Il a financé tous les partis. Il a financé tous ces partis. Et donc tous sont dans le tchoukou-tchoukou. Il a aidé, il a donné les moyens à tous ces... Vous pensez qu'un parti normal, qui a 0 commune dans une localité, 0 conseillers municipaux dans une localité, c'est le cas de l'Est. Nous avons vu le cas de l'Est hier, où le RDPC a tous les électeurs. C'est-à-dire que le RDPC a tous les conseillers municipaux. Ouais. Donc, il a tous les électeurs. Bon, ce parti qui est allé se présenter à l'Est contre le RDPC, qui lui a donné 7 millions de francs de caution. Le RDPC. Il a sorti ça de sa poche pour aller payer, sachant très bien que ces 7 millions-là resteront au trésor. On peut aussi imaginer que l'affaire de l'Ouest qui a été renvoyée, parce que le Conseil constitutionnel s'est tenu hier pour la toute première fois et a vidé le contentieux électoral. 6 questions étaient justement à l'ordre du jour. 4 ou 5 ont été vidées, mais il y a une qui a été renvoyée, celle de l'Ouest, avec le candidat Joseph Tegny Detio, dont la présence dans les listes du RDPC fait un peu problème. Il est un peu contesté. Alors, on dit que quoi? Alors là, on dit il faut qu'il se présente le 19 mars puisqu'on a renvoyé. On dit qu'au niveau de son identité, que son identité aurait un petit problème. Qui se plaint de son identité? Ça, c'est le SDF qui se plaint de son identité. Alors, vous trouvez tout ça sérieux? Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est toujours une manœuvre peut-être du RDPC pour perdre et laisser le SDF gagner à l'Ouest? Mais nous vous avons dit que le RDPC a plus d'un tour dans son sac pour permettre, pour lui permettre de tripatouiller le processus électoral. Tripatouiller une élection, ce n'est pas simplement modifier les suffrages. C'est pas verser les... Tripatouiller les élections, ça peut aussi être faire des listes. Des compromis avant élection. Des fautes. Et le faire expressément dans le but d'obtenir la disqualification de sa propre liste, à l'effet de permettre à un adversaire qui en réalité est couché déjà par terre, dos au mur, ça dit qu'une situation ubuesque. Il a le ventre à même le sol, mais il a aussi le dos au mur. Donc en définitive, lui permettre d'avoir quelques conseillers. Ça a été joué en 2013 d'une certaine manière. Le RDPC a procédé d'une certaine manière en 2013. Le RDPC peut avoir choisi de ne plus procéder de la même manière. Parce que nous avons vu que la manière de 2013 était très grossière. D'accord? Le RDPC peut sophistiquer, cette fois-ci, sa façon de se désister au profit de celui qui est en train de devenir finalement son allié occulte, le SDF, en faisant cette fois-ci que c'est plutôt l'identité d'un de ces candidats qui serait susceptible de poser problème. Or, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'étude des dossiers par le Conseil électoral qui étudie les dossiers. Comment le Conseil électoral étudie les dossiers et la conformité des pièces présentées par chaque candidat en soutien de sa candidature? Et le Conseil électoral ne trouve rien à redire. Valide la liste du RDPC. Puis, quelqu'un sort dans le SDF pour dire que le candidat du RDPC, si vraiment son identité, comment il connaît la pièce d'identité, comment il connaît l'acte de naissance, comment il connaît le casier judiciaire, comment il connaît les pièces que ce candidat... comment vous l'appelez? Il dit que ce monsieur n'existe même pas. Donc. Bon, on dit qu'il n'existe Joseph Tegny Detio. Bon, on dit qu'il n'existe pas du tout. Bon, okay. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel a demandé qu'il se présente en personne le 19 mars. Vous connaissez les membres de la liste du RDPC à l'Ouest? Non, pas du tout. Il y a des gens comme le ministre Xavier Ngoubeyou. Vous pensez que M. Xavier Ngoubeyou, ancien ministre des Affaires étrangères, pendant longtemps, personnalité politique de haut vol, va s'asseoir, constituer une liste de 7 personnes titulaires, 7 suppléants, sans les avoir réunis quelque part, les voir physiquement, savoir que
tel existe, s'assurer de la carte d'identité de chacun, de son identité. D'ailleurs, sans se connaître, vous croyez réellement que le SDF a mis 7 personnes dans sa liste à l'ouest qui ne se connaissent pas? C'est pas n'importe qui qu'on met sénateur. Pourquoi on peut penser que le RDPC est si idiot pour faire une liste à l'ouest où il y aurait des gens qu'on ne connaît pas au point qu'on veuille demander que ce soit devant le Conseil constitutionnel que l'intéressé vienne se présenter. Donc nous voyons là une manœuvre de mauvaise aloi, une manœuvre qui nous prépare éventuellement à accepter que la liste du RDPC soit disqualifiée à l'ouest au profit évidemment du SDF. Mais je ne vois pas d'ailleurs pourquoi si la liste du RDPC est disqualifiée, ce serait forcément au profit du SDF. Je dois rappeler qu'à l'ouest, le SDF n'a que 47 conseillers municipaux sur 1216. Et que le deuxième parti le plus représenté à l'ouest, ce n'est pas le SDF, c'est l'UDC, avec 161 conseillers municipaux. Donc si le RDPC advenait à quitter la compétition à l'ouest, la compétition va se jouer entre l'UDC et le SDF. À ce moment donné, on va lancer les mots d'ordre à ce moment donné. Merci beaucoup. À ce moment, le RDPC viendra au secours de son ami. Voilà. Il viendra pas au secours de l'UDC. C'est vous qui le dites dans tous les cas. Non, mais attention, il peut arriver que le RDPC choisisse un autre allié cette fois-ci. Ça dépend des centres d'intérêt. Donc, il a le choix. Le RDPC a le choix entre le SDF et l'UDC, à qui il va donner ses préférences. Et de toutes les façons, celui qui recevra ses préférences est un collaborateur. Mais celui-là n'ira pas crier sur tous les toits en se gargarisant d'être représenté à l'Assemblée, d'être représenté au Sénat, parce que nous connaissons bien les moyens par lesquels certains partis politiques vont y arriver. Et nous ne manquerons pas de rappeler cela aux électeurs en 2018 lors des élections législatives et Sénat et municipales. Merci beaucoup, M. Abel Elimbi. Le Mirachimi, nous avons terminé. Nous parlerons du littoral. Merci, conseiller. Ce sera forcément lundi qu'on reviendra encore dans ce cadre d'analyse stratégique des partis politiques, le rapport des forces, et ce sera avec le littoral. Passez un très bon week-end, on se retrouve lundi. Voilà, et pour ceux qui ont la télévision ABK Télévision, restez scotchés tout le week-end sur la télévision. Marius Guido était à la réalisation. Merci beaucoup. Excellent week-end à vous. Allez à Kribi si vous le voulez bien, ou bien à Limbé si vous avez les moyens. Faites un tour autour de la plage. Merci aussi à Jaurès Ndjomo qui nous a accompagnés ce matin côté vidéo. On est ensemble. Merci de rester sur ABK 24/24 sur 7 à lundi 7h.